Alors me présenter donc par mon nom, Maurice Gaufredi. Voilà, et je suis né en 1951 et je suis né là au Finet, donc à la ferme qui est derrière nous là. Je suis né là, mon père est né là, mes grands-parents aussi. Et je suis né même à la maison, dans la ferme. Hein, je suis un des derniers Roussillonnais à être né au village. Comment tu es devenu agriculteur ? J'ai commencé jeune, puisque j'ai commencé après mon certificat d'études, donc à 13 ans et demi, hein, j'ai commencé à plein temps. Voilà, à l'époque, il fallait travailler, il y avait du travail, il fallait travailler. Je n'ai pas eu la chance de faire des études. L'instituteur était venu voir mon père, il avait dit, Maurice, il faudrait qu'il continue, mais mon père, il a dit, non, il y a trop de travail à la maison, il faut qu'il m'aide. Tu aurais aimé faire des études ? Oui, j'aurais aimé, c'est sûr que j'ai pensé à des moments donnés que ça m'a quand même un peu manqué, hein, j'aurais bien aimé. Mais enfin, après, je regrette rien quand même. Hein. Mais après ça, alors, il a tenu à ce que j'apprenne la musique quand même. J'avais déjà continué un petit peu et donc j'ai continué à faire un peu des études de musique. Et là, j'ai été sélectionné pour représenter la fédération du Vaucluse. Donc j'ai eu la chance à 18 ans d'aller à Paris. C'était la première fois que j'allais à Paris. Donc je suis parti avec une petite valise d'un côté et une autre valise avec mon saxophone, puisque je jouais du saxo à l'époque. Tu as travaillé avec ton père jusqu'à quel âge ? On a travaillé tout le temps, lui jusqu'à sa retraite, quoi, je veux dire. Mais après, moi, je me suis mis à mon compte tout seul, mais bon, lui participait quand même au travail. Et vous habitiez la même ferme ? Oui, toujours, les mêmes corps de ferme, on habitait à côté. On habitait à côté, quand on arrive à s'entendre, c'est quand même une force et une chance. Est-ce que tu peux présenter Marie-Paul ? Voilà, alors donc Marie-Paul, on est ensemble depuis longtemps maintenant, hein, depuis 87, ouais, ça va faire 38 ans. En 87, ça va faire 38 ans, voilà. Qu'on se supporte. Est-ce que ce serait indiscret de vous demander les circonstances de votre première rencontre ? J'embauchais pour les vendanges des jeunes pour ramasser, on ramassait beaucoup de raisins à la main, encore à l'époque. Et donc dans l'équipe de jeunes, disons qu'elle travaillait un peu plus que les autres, tu vois, elle était... Voilà, et disons qu'on s'est rencontrés à ce moment-là, quoi. Et vous, Marie-Paul, comment vous avez remarqué Maurice ? Écoutez, à l'époque, c'était un jeune homme volontaire, dynamique, comme encore maintenant. Après, j'étais repartie travailler, j'avais un contrat de 6 mois dans une agence d'architecture, parce que moi, de formation, j'ai fait les arts déco et les beaux-arts. Et du coup, 6 mois après, en juillet 87, je suis venue m'installer. J'avais eu un grave accident de chasse, donc voilà, et j'avais perdu l'usage de mon bras droit. Et ça a été difficile, quoi, pendant bien quelques années, quoi. Voilà, et là, heureusement qu'elle a été là et qu'on a pu continuer, quoi. Parce que du coup, je me suis mis à la compta, je me suis mis à la commercialisation, je me suis mis à la gestion, et surtout, de surveiller tout ça. Donc lui, il était plus dans la production, et moi, à l'extérieur, avec les clients, et j'ai dû m'adapter. Et ça s'est bien passé. Est-ce que vous avez gardé un petit peu de votre envie d'être dans l'art ? L'art, il est toujours là. Ça, c'est une écorce de mûrier. Vous avez du chêne, vous voyez, mais même des bouts de cade pour faire des sculptures. Voilà une partie de mes créations. Il y a un gros travail donc, de ponçage, de nettoyage au départ, quoi. Donc j'ai fait des lampes, vous voyez, avec des bouts, avec un bout de tronçonneuse, un peu d'écorce, un peu... Vous savez tronçonner alors ? Voilà, Maurice, au bout de quelques années, pour Noël, il m'a acheté une petite tronçonneuse. Voilà, c'était mon cadeau, j'étais trop contente. On a mes trophées de chasse, là. Là, c'est un mouflon femelle, là. Et là, il y a le couple de chevreuils. Et de ce côté-là, on a le mouflon, c'est le mouflon corse, donc
C'est le nom de la race, moufle en Corse, où je chasse dans les Alpes. Et là, on a un renard, regarde, un renard de montagne aussi. Donc tu vas loin pour chasser alors? Ouais, oh, je vais loin. J'ai toujours eu la passion à la montagne. C'est une passion, c'est la chasse, mais c'est la montagne aussi. Hein, la nature et la montagne, voilà. Bon, mais c'est pas la chasse de dire d'aller tirer une bête. Non, d'ailleurs, d'aller tuer une bête, j'emploie jamais le mot tuer. Hein. Voilà, c'est une régulation, c'est de voir les animaux, de voir, et puis on en prélève une partie quand il faut en prélever, voilà, c'est tout. Hein. Patrick, qu'est-ce qu'on est en train de voir là? Les falaises, le Val des Fées. En 89, c'est à partir de là qu'a démarré le feu, c'est-à-dire sur la droite, à partir des Madons. Il y a eu un câble électrique qui est tombé et le feu est parti donc des Madons, c'est monté sur toute la colline. Il y a eu 350 hectares de brûlés-à-roussillon, ça a été considérable. Et à partir de là, donc, il y a eu une prise de conscience des habitants du village. Et en 1990, s'est créé donc, le comité communal de feux et forêt, un des premiers du Vaucluse en fait. Tu fais partie de ceux qui ont créé le CCFF? Alors créer, peut-être c'est un bien grand mot, mais je fais partie effectivement de l'équipe qui était là depuis 1990, oui, sous l'égide de Jean David qui a créé ce CCFF, voilà. Et tu t'en lasses pas? Tant qu'il y a une très bonne ambiance, tant qu'on s'entend très bien, puis non, je m'en lasse pas, non, c'est très agréable. Bon, la police municipale de CCFF, ok, on fait un départ patrouille de 15h, 18h. Donc le véhicule du CCFF, eh ben voilà, hein, il dispose d'une réserve de 600 litres d'eau, voilà, qui est pleine d'eau. On la remplit à taquet, donc on peut la remplir soit par ici ou soit par ici. Il y a des coffres de rangement où on a les équipements en feu, les équipements de lutte incendie, les casques, les beaux casques qu'on met, voilà, s'il y a le feu, voilà, on met beaux casques. En tuyau, combien de longueur? Oh, 25 mètres, 20-25 mètres, ouais, pas plus. Et ensuite, on dispose voilà, d'une lance incendie qu'on tire, voilà, et qu'on peut tirer jusque, voilà. Quand vous arrivez les premiers sur un endroit où il y a un début d'incendie, qu'est-ce que vous pouvez faire avant que les pompiers arrivent? Si on détecte un feu naissant, on va alerter les sapeurs-pompiers. On va dire, voilà, on est à tel endroit, nous on voit un départ de feu à tel endroit, on voit une fumée, on donne la direction du vent, etc. Pendant que se concentre sur le gros de l'incendie, nous on va faire, on va être en arrière, éteindre les petites flamèches, les petits feux qui pourraient être résiduels. Michel, ça fait combien de temps que tu fais partie du CCFF? 5 ans, 4-5 ans, au moins, oui, voilà. Oui. On a fait tout un travail de prévention auprès des habitants pour vraiment débroussailler à 50 mètres autour des propriétés. Plusieurs membres de l'équipe ont déjà arrêté des feux naissants et ils ont quand même évité des grosses catastrophes à notre beau village de Roussillon. Patrick, toi, depuis combien de temps tu fais ça? Alors moi, écoute, ça fait depuis 2022. On est là pour le bien commun, c'est la défense du patrimoine de Roussillon. S'il y avait un incendie qui venait à ravager le sentier des Ocres, fatalement, il y aurait beaucoup moins de touristes et la vie économique de la commune tournerait un peu plus au ralenti. Je suis bénévole pour les comités communaux des feux de forêt.
Donc notre mission, c'est essentiellement de faire de la prévention auprès des gens qui viennent visiter le sentier des Ocres ou qui sont amenés à faire des randonnées. C'est un petit QR code, vous cliquez dessus, vous tombez sur le site de la préfecture de Vaucluse et vous tombez sur les massifs forestiers où vous pouvez circuler à pied ou faire des randonnées à pied. On nous a avisé qu'il y avait des restrictions ces temps-ci. Voilà, donc si on est en rouge ou rouge extrême, quasiment 97% des massifs forestiers sont interdits. Voilà. Ok, merci. Hein. Voilà, bonne journée, bonne continuation. Merci. Voilà. Merci. Voilà. Au revoir. Au revoir. Kevin, t'es né où? Alors moi je suis né à Avignon, mais j'ai toujours grandi ici à Roussillon. Donc j'ai fait ma scolarité, on va dire, toute mon enfance ici, dans le village. Avec du recul, je me dis que en fait c'est vrai que j'ai une chance énorme en fait d'avoir grandi dans ce village. On faisait quand même pas mal de sorties. Il y avait toujours des activités à faire. Le sentier des Ocres qui est juste à côté, je l'ai fait quand même pas mal de fois, et avec l'école et avec les parents. Et on ressortait toujours du sentier des Ocres avec... fallait pas s'habiller avec un t-shirt blanc. On l'a eu fait, mais... Depuis tout petit, j'ai toujours aimé la photographie, j'ai toujours été un petit peu quand même là-dedans, on va dire. Je pense qu'on est bien là. Hop. Alors, ce que j'utilise, c'est une chambre, photo comme ce qu'on pouvait utiliser au début des années 1900. Donc du coup, l'image est retournée. Mais bon. Donc là, j'ai les châssis pour du film ou du papier 10 par 15 cm à peu près. Donc là, ici, j'ai mon papier. Donc c'est du papier directement positif. Donc il n'y a pas de négatif. Et ça fait un petit peu comme un film Polaroid instantané. J'ai une cellule. Donc ça nous permet de mesurer la lumière, de mesurer l'exposition dont on a besoin pour le film. Bon, on va s'installer un peu par là où j'ai mis la chambre. J'essaie de trouver un endroit à peu près plat. Bon, paysage, ça rentre bien pour voir le village. Rapprochez-vous. On va prendre le repère, le caillou là, ici. Ouais, comme ça, c'est un bon repère. Ça fait près là, non? Non, mais si, non, c'est parce bon. que... On voit le village derrière, c'est bon. Non, il y a encore de la marge. Voilà, je charge le châssis dans le dos de l'appareil. Hop. Voilà, j'arme l'objectif. En fait, la photo se déclenche via l'objectif. Hop, mon exposition, elle est bonne, mon ouverture, elle est bonne. Allez, donc du coup, vous regardez bien, vous restez posé comme ça, visage neutre, un petit sourire naturel. Voilà, pas forcé, juste vous pensez à un bon moment tous les deux, un bon souvenir. Il faut que ça se voie à travers le regard. Voilà, vous regardez bien dans l'objectif. 3, 2, 1. Hop. Donc là, on va procéder au développement du film. Donc ça, c'est une chambre noire portative. Hop. Qui me permet de pouvoir faire des prises de vue en fait n'importe où et avec un décor naturel. Là, en 10 minutes, la photo est développée. Et donc c'est super pratique d'avoir cette chambre noire qui me permet de faire en sorte que la personne que j'ai pris en photo reparte avec sa photo. Je suis photographe et avec ça, je peux dire que je suis photographe ambulant, itinérant. Et mon but, c'est vraiment petit à petit de pousser ce concept et de faire peut-être investir dans un camion et faire un genre de food truck, mais version studio photo mobile. Et me balader, faire des villages, faire des rassemblements, des événements, des festivals de musique, des rassemblements de vieilles voitures, et me poster un petit peu partout et faire mes photos comme ça à l'ancienne. C'est un peu dans les projets. Donc là, j'ai mon révélateur. Donc c'est ce qu'on appelle le cafénol. Donc c'est une solution, c'est une recette à base de café. Ça donne un petit côté sépia à la photo et ça fait un rendu. Voilà, le café en fait va venir teinter le papier
Donc ça donne des couleurs chaudes au noir et blanc. Et je peux dire aussi qu'il y a ce côté écologique. C'est pas nocif, c'est pas polluant, comme la chimie noir et blanc traditionnelle. Donc là j'ai mes 3 bacs. Hop. Révélateur, fixateur et rinçage. Et là, t'es parti. Et là c'est parti. Est-ce que vous êtes fier de votre fils? Ah oui, tout à fait. On est très fiers. Il a trouvé son concept, donc voilà, c'est bien. Après, c'est un peu dans les gènes. Mon papa, il faisait déjà pas mal de photos et il développait aussi comme ça à l'ancienne. Bon, pas au café, mais il avait ses bacs dans la cuisine, je me rappelle quand j'étais petite. Alors là, je cherche ma pince, ouais, c'est bon. Donc là, je trempe mon papier dans le révélateur. Bon, du coup, on voit pas. Hein. C'est tout à l'aveugle, tout à la sensation en fait. Et donc là, tu es obligé de rester 5 minutes comme ça? C'est ça. Donc là, 5 minutes, c'est très court hein, quand on dit oh, j'en ai pour 5 minutes. Mais quand on y est, les bras dans le noir comme ça et qu'on remue le bac, 5 minutes, c'est assez long quand même. Allez, donc là, c'est le moment critique, enfin, c'est le moment de stress. On va regarder si ça a bien marché. Hop. Ouais, ça a marché, c'est bon. Donc je prends mon papier, je le rince. Et je vais venir mettre mon papier dans le fixateur. Hop. L'exposition n'est pas trop mal. Peut-être un chouille sous-exposé. Bah quoique, non. C'est la première fois que vous voyez votre fils faire une photo et développer? Non, j'ai vu déjà, c'est quand il faisait ses premiers essais dans la cuisine. Donc j'avais déjà un petit peu vu. Vous le laissiez faire? Oui. Oui. Parce qu'il fallait qu'il soit dans le noir, donc il le faisait le soir. Face à toute cette technologie là qui nous environne, c'est pas mal un petit peu d'artisanat. Ouais, on me le dit, ouais. Il y en a beaucoup qui me disent que c'est bien d'avoir ce support papier. Et donc je leur dis, en fait, je trouve que c'est l'essence même de la photographie, c'est que c'est fait pour vivre sur papier en fait. On n'accorde pas la même importance à une photo qu'on a sur le téléphone en numérique par rapport à une photo sur le papier comme ça, surtout prise dans ces conditions-là. Et donc, quand on voit cette photo sur ce bout de papier qu'on garde chez soi, ça nous rappelle ce moment, ce souvenir, et on n'accorde pas la même valeur à la photographie. C'est une photo qu'on garde. C'est ça. Donc là, je pense que c'est terminé, hein, la photo est prête. Il faut la laisser sécher, bien évidemment. En séchant, elle va peut-être un petit peu se gondoler, donc c'est bien de la mettre à la fin dans un livre pour qu'elle reste à plat. Bonne fête papa, bon anniversaire. Merci. Beau cadeau, merci. C'est vrai que c'est la fête des papas. C'est la fête des pères et c'est l'anniversaire de mon papa en même temps. Ouais. Oh. Merci. Wow. J'ai envie de bouger. Mais à la fois, j'ai envie de rester ici, parce que je suis quand même très attaché à ma région et à mon village, Roussillon. Et donc, j'aimerais bien plus tard être à un endroit fixe. Alors, Roussillon, je sais pas, on verra hein, parce que, à l'avenir. Mais Beaugneux, Gordes, je sais pas, dans le coin, j'aimerais bien... Enfin, j'ai une vision de moi dans le futur où j'ai mon studio photo à l'ancienne, mais pas que. Enfin, faire un studio un petit peu de développement, de tirage et pourquoi pas salle d'exposition. C'est vrai que j'aimerais bien, en fait, moi je suis artiste et j'aime bien, mettre en avant mon travail, mais j'aimerais bien aussi mettre en avant le travail des autres aussi, parce que j'aime bien ce que font les autres et j'aime bien partager. Et... Donc ouvrir une galerie d'exposition, de photos, tout ça. Et en même temps, à Roussillon, pourquoi pas, ou dans un autre village à côté. Mais Roussillon quand même, c'est vrai que ça serait l'idéal. Hein. Puis on a la chance d'avoir un des plus beaux villages de France quand même. Hein. C'est pas parce que je suis d'ici que... Enfin si quand même, hein, je le dis. Hein. You really got me going, you got me so I just sleep at night. Yeah, you really got me now, you got me so I got no while I'm doing now.
me by your side. Girl, you really got me now. You got me so I can't go back behind. Oh yeah, you really got me now. You got me so I can't know what I'm doing now. Yeah, you really got me going. You got me so I can't go back. You really got me. You really got me. You really got me. Pour l'instant, ici on s'en sort bien, mais pour l'instant uniquement. Il faut penser que tout le monde nettoie. C'est primordial. Et chez vous, c'est nettoyé, madame? Oui, depuis 3 jours. Alors là, j'étais grisée quand j'ai vu ça. Bonjour. Bonjour. Bonjour, bonjour. On fait la prévention pour les incendies. Ici au village, on a le droit de faire des barbecues sur les terrasses ou pas? C'est interdit. D'accord. Alors, si vous vous promenez dans les massifs de la région, là aujourd'hui, on est en risque très sévère. Donc les massifs sont interdits. Donc vous avez cette petite carte qui est faite par la préfecture avec un QR code. Et tous les jours, c'est mis à jour. Par exemple, la forêt de cèdre, elle est fermée aussi. Elle est fermée. D'accord. Très bien. Très bien. Je vous remets cette Merci. petite carte. Merci. Si vous faites du VTT, de la randonnée ou quoi, consultez le site de la préfecture du Vaucluse tous les matins pour savoir si vous pouvez y aller ou pas. D'accord, très bien. Merci beaucoup. Je vous souhaite une très bonne journée, messieurs, dames. Si vous voulez, on peut venir vous aider, parce qu'on a été formés, nous, pour ça. Pour vous conseiller? Voilà, pour vous conseiller. Je vais prendre vos coordonnées, et comme ça, on pourra venir vous voir et vous aider. C'est juste du conseil et de la sensibilisation, voilà. On va aller faire un tour maintenant, on va aller dans le sentier des Ocres. Allez, on va dans le sentier des Ocres. Par la sortie de secours. Allez. J'avais dit que j'avais le bicugno là. Est-ce que ici c'est un endroit sensible, c'est pour ça que vous venez là? Alors ici c'est un endroit très sensible, ouais. Parce qu'en fait c'est la sortie de secours du sentier des Ocres. Donc la mairie veille à ce que ce soit débroussaillé là, donc là je pense qu'ils vont le faire prochainement. Et on arrive juste à... On est quasiment au milieu du sentier des Ocres là. Voilà, donc là c'est une des sorties de secours pour les gens qui sont dans le sentier en cas de feu. On a les extincteurs qui sont là. Tous les 50 mètres? En gros, oui. Ça fait combien de temps que tu fais partie du CFF? Eh bien ça va faire 3 ans. Et bon, je suis pas de Roussillon, hein, j'habite à L'Isle-sur-la-Sorgue. Mais bon, je considère que quand on est à la retraite, le moins qu'on puisse faire, c'est un peu s'investir dans la protection des gens et puis de la nature. Donc c'est ce qui m'a motivé. Ce qui est intéressant aussi dans les CCF, c'est les formations. On a vraiment des formations vraiment intéressantes et qualifiantes, je veux dire, sur la conduite des 4x4, sur la maîtrise de l'incendie, du primo-incendie. Enfin, on a vraiment de secours aux personnes aussi. Hein. Et franchement, celui qui veut vraiment se former, il peut être rapidement à un très bon niveau. Est-ce que des nouveaux, des nouvelles sont bienvenus? Les nouveaux et les nouvelles sont toujours les bienvenus, au contraire. Hein. Il faut savoir qu'on commence à prendre de l'âge tous et qu'on attend vraiment avec impatience une relève. Hein. Il n'y a pas plus tard qu'il y a 15 jours, avec Anne, c'était avec Anne, on a emmené avec nous un futur bénévole pour lui montrer ce que c'était. Il avait envie de le faire, mais on lui a dit, tiens, viens passer 1 heure ou 2 avec nous, comme ça tu verras ce que c'est. Et je pense qu'il va intégrer l'équipe. Non, mais je pense pas. Tu viens ici quand tu... Mais bien sûr. Mais bien sûr. Non, mais c'est l'attraction de... Ah non, mais tout à fait. Hein. Du village. Oui. Allez, monte. Monte, hop là. Allez, monte là. Allez. Qu'est-ce qu'on peut espérer par arbre entre eux? Oh là là, alors là, on pourrait, je vais dire, rien du tout. Tout dépend. Si dans la plantation il y en a 10%, c'est formidable, quoi.
on n'y arrivera même pas, quoi. Voilà. Voilà, il y en a une là. Allez, Zou, laisse-moi voir. Ah oui, il y en a une. Je confirme. Et c'est Marion qui va s'en occuper? Marion est passionnée. Pour le moment, elle est bien passionnée. Cette année, elle est venue avec moi pour creuser et tout. Elle était super passionnée. Ben, c'est toi, papa. C'est toi le chef. Hein. Allez, Nino. Alors est-ce qu'il faut aimer les chiens pour faire la truffe? Bien entendu, c'est une complicité avec le chien. Hein. C'est le chien, il travaille, il creuse pour se faire plaisir à lui, mais surtout pour faire plaisir à son maître. Hein. Elle est là, oui. Elle est pas grosse, hein, c'est bien, mon Dieu. Voilà. En face de chaque arbre, elle va mettre une pelle de ce terreau. Ce produit, il y a de la truffe dedans, broyée, écrasée en poudre et qui est mélangée avec un terreau un peu spécial. Au contact de celui-là, ça va favoriser le développement de la truffe. Est-ce que vous allez être payé en truffe? Ah ça? Il les aime pas. J'aime pas trop les truffes moi. Il n'aime pas l'odeur. Je travaille mais je les mange pas. Et ça fait combien de temps que tu fais la pomme de terre? Moi j'en ai fait depuis que je travaille, hein, depuis mes 20 ans. Hein. Depuis mes 20 ans, on a eu toutes les années de la pomme de terre sur l'exploitation. Et qui t'a transmis ça? Ben, c'est mon père. Hein. C'est mon père et puis on a essayé, comme beaucoup d'autres cultures, de les améliorer toutes les années. Allez, on va attaquer le morceau. Le but c'est de mettre la pomme de terre bien au milieu de la butte parce que la butte c'est que de la terre fine. On la met bien au milieu et après donc dans une quinzaine de jours on remontera la butte hein, pour qu'elle soit bien enterrée. Voilà. Et là elles sont une à l'autre, elles sont à 40 cm. Et ça va faire une douzaine, en moyenne à peu près 12 pommes de terre par pied. Et c'est à quelle époque la récolte? On commence la récolte début juillet. Et c'est une récolte qui va durer. On essaye de terminer la récolte fin août. Et puis ce qui n'est pas vendu direct, c'est en stockage, en frigo. Tu vois, là maintenant, on commence à voir les petites grappes qui sortent. Donc ça va fleurir, ça continue à grossir, ça va faire la fleur. Et puis après, il va rester l'olive, quoi. Là, ça va être pratiquement fin mai. Et on va récolter les olives au 15 novembre. Bon, c'est quand même assez long. Il y a plusieurs façons de faire, de faire l'huile. Disons, nous, on a choisi de faire du fruité vert. Le fruité vert, c'est une récolte qu'on fait, donc on va faire à maturité, juste à maturité, pas trop non plus, pour garder le maximum le goût de l'olive verte. Est-ce qu'il y a plusieurs variétés d'olives? Il y a plusieurs variétés d'olives. Nous, la variété d'olive de la région, c'est la Glando. Hein. Elle s'acclimate bien à notre région et elle va moins craindre le froid d'hiver, le gros froid, les gros gels d'hiver. Tu as appris à t'occuper d'olivier, c'est ça? Tout à fait. Bon, c'est un arbre qui me plaît. C'est un arbre qui est vert toute l'année, qui garde ses feuilles. Moi, je dis que l'olivier, c'est l'arbre de vie. Un olivier, normalement, ça ne meurt pas. Et puis, je me suis dit, à la retraite, je passerai du bon temps dans mes oliviers. Mais c'est du boulot. C'est du boulot.
Quand j'ai commencé avec mon père, il n'y avait pas de vigne. Et on a commencé à planter de la vigne. Et j'ai appris un peu sur le tas quand même. Tu sais, là, ici, c'est des vignes que j'ai plantées moi. Et avec la corde, c'était difficile à garder bien l'écartement de 2,50 m. Mais là, je pense qu'on dépend de l'engrais dans les vignes. Il fait une rangée de chaque côté, disons que pour mettre l'engrais sur 50 cm, 80 cm au pied des vignes. Ah, regarde, ça s'appelle un débourgeonne là. Ouais. Un débourgeonne. Ils vont lever les bourgeons qui ont démarré en bas du cep. Si on ne les enlève pas maintenant, parce qu'ils sont tendres, après il faudra le faire au sécateur. Et tu évalues à combien là une rangée en kilos? Il y a entre 450 kg de moyenne, la rangée. Ce qui fait dans le champ combien de tonnes? Ça fait 35 tonnes. Ah mais ils se sont arrêtés. Mettez pas en route, hein? En route descendant. Toi tu t'y connais en mécanique? Tu peux réparer une machine comme ça? Oui, avant je le faisais, mais maintenant, vu un peu mon handicap et vu tout, je suis plus performant. Tu vois, cette patate, elle a des trous. Là, apparemment, c'est une teigne. Ça vient d'un petit papillon qui arrive sur les feuilles ou sur la terre. Et hop, ça se transforme en petite chenille dans la teigne qui descend dans la terre et qui vient manger dans la pomme de terre. À l'intérieur, c'est pas mauvais, après c'est plus mauvais, mais bon, nous on peut plus le vendre, quoi. Ça c'est perdu, quoi. Et une récolte peut être touchée complètement avec la teigne? Elle peut être touchée à 80%. Salut. Alors, tu es à pied d'œuvre, hein? J'ai venu te voir un peu. On va un peu voir cette récolte de cette année. Comment tu vas? Bonjour. Ça va? Ah ben ça va, écoute. Ouais. Quand on se voit, les amis se voient, ça va toujours bien. Ouais. Les vendanges se préparent, tu vois, regarde. Regarde un peu les belles grappes qu'il y a là. Dis. Oh là là, oui, ça c'est beau. Hein. Tu vois, ça c'est beau. Regarde ça. Ah, ça c'est magnifique. Hein. Regarde. Ah ouais. Bon, c'est un peu, les grains sont un peu serrés, tu vois. Oui. Mais quand même avec le temps qu'il fait, la chaleur qu'il y a eu, c'est bon. Il y aura du degré. Je vais faire comme toi. Je vais goûter. On sent déjà le degré là. Là déjà, on est déjà à plus de 12 degrés là. Oui, il est bon là. Hein. Là, tu vois, sur cette partie-là, c'est très beau, il y a la qualité, c'est sain, il y a le rendement, mais on est quand même soucieux sur le problème de vente. Actuellement, c'est la chute libre. La vente est très très dure du vin. Il y a encore beaucoup de stock, et quand il y a beaucoup de stock et qu'on est en pleine récolte, c'est jamais bon. Le raisin, il va où après? Ce raisin, il est destiné à la cave coopérative de Lumière. C'est notre cave depuis que j'adhère depuis que j'ai commencé à planter de la vigne. Il ne reste plus rien après dessus. Hein. S'ils font bien attention, l'arbre il est vite plié. Hein. Puis là, il devait y avoir
à peu près, je pense, 30 kilos, 25-30 kilos. Marie-Paul, c'est quelque chose que tu aimes faire, le ramasser Ah, ça et cueillir j'adore. les olives? C'est la bonne saison. Oui, ça j'aime bien. Fin de saison, les olives, on est dehors dans un cadre magnifique. 2, 3. Il n'y a que quelques feuilles dedans et tout ça, là, les feuilleuses en bas, ça va partir. Et après, vous l'amenez au moulin. Voilà, et après ça part au moulin. La municipalité, avec le foyer rural de Roussillon, dont je vous parlerai tout à l'heure, a eu la bonne idée de vous présenter ce défilé. Ce défilé de mode part de 5 ans jusqu'à 94 ans. D'accord? Le stress, il est là, c'est une première et c'est très compliqué pour nous. Merci à vous. Fais-moi rêver, les bras levés, unis on va très haut. Fais-moi rêver, tous mélangés, unis on est trop beau. Fais-moi rêver, les bras levés, unis on va très haut. Fais-moi rêver, tous mélangés, unis on est trop beau. Trop beau. Pierre, CCF de Roussillon, à Cédric, tout va bien? Pierre, ça fait combien de temps que tu fais partie du CCFF? C'est ma 3e saison et j'ai toujours fait partie des associations, que ce soit le football, les écoles, s'occuper de la population, s'occuper du village, de notre forêt. C'est une passion qu'on a, ça a toujours été du bénévolat et ça continuera comme ça. Et toi, Denis, ça fait combien de temps que tu fais partie du CCFF? Moi, ça fait depuis l'incendie en 89 que j'ai fait partie du CCFF parce que à ce moment-là, à l'époque, les pompiers ont protégé ma maison pendant une nuit entière. Donc je pensais que d'aider un peu comme ça à prévention, ça pouvait faire quelque chose de bien, quoi. Une envie, une prise de conscience, comme je disais tout à l'heure, voilà. des gens. En plus, c'est arrivé au bicentenaire de la Révolution, 14 juillet 1989. Ouais. Alors ça a marqué vraiment la population de Roussillon. Pourquoi tu as appelé ton atelier d'enfer? Parce que, en fait, quand j'ai voulu m'installer, je cherchais bien sûr un nom, quelque chose, quoi. Et j'ai commencé à fabriquer du petit mobilier, des étagères, des machins. Et tout le monde me disait, wow, c'est d'enfer. Tu vois? Et puis après, ça a trotté dans ma tête et je me suis dit, tiens, ça peut faire un jeu de mots avec le fer. Comme c'est dans les grottes, c'était un peu l'enfer. Donc voilà. Qu'est-ce que tu es en train de faire là? Alors, je suis en train de fabriquer un escalier métallique extérieur. Et donc voilà, je suis en train de faire la préparation, le montage, la fabrication, et voilà quoi. Qu'est-ce que c'est comme matière? De l'acier. Il m'arrive de mélanger l'acier, le bois, la pierre et tout ça, mais là, dans ce cas-là, ça va être entièrement de l'acier. Ça t'est venu comment de faire ce métier?
C'est quand j'étais gamin, au moment de choisir un métier, j'en ai parlé à mes parents et je leur ai dit voilà, je veux faire électricien. Ils m'ont dit non. Donc j'ai fait ferronnier. Ça fait combien de temps que tu pratiques ce métier alors? Le métier en général, ça fait depuis l'âge on va dire de 18 ans, donc ça fait une quarantaine d'années quoi. Et comment tu t'es retrouvé à Roussillon alors? Roussillon, c'est une aventure. Parce que j'aimais bien la région et j'ai eu l'opportunité d'avoir les grottes et tout ça. Donc je me suis dit, je me lance. Et voilà, et je suis bien ici, il fait frais l'été, et tiède l'hiver et c'est agréable. Je suis vraiment au cœur du village et c'est ce que je voulais. Voilà, le matériel, j'ai pas besoin d'énormément de matériel. Hein. Donc là, j'ai un poste à souder semi-automatique. Il me sert à tout. Je peux souder l'inox, l'acier avec. Donc un établi, des placards de rangement, des échelles. Là-bas se trouve ma perceuse constante, qui est magnifique. Voilà, c'est vraiment un design de fou. Et j'adore. Et voilà. Et trou avec la constante. Je peux même faire du fraisage, je fais du perçage, je perce tout. Non, elle est vraiment pratique, elle se tourne dans tous les sens. Elle est magnifique. C'est très simple alors finalement les outils que tu utilises. Ah oui, c'est vraiment très simple, c'est banal, hein, mais la difficulté c'est de pouvoir s'en servir comme il faut. Voilà pour une. C'est violent comme matière, hein, ça se laisse pas faire. Hein. Donc c'est un combat. C'est un combat, mais une fois qu'on a compris au bout de pas mal d'années, on arrive à dompter le fer, qu'on le maîtrise. La rambarde que tu es en train de faire, à combien de temps de travail tu estimes? La fabrication? Oui. Il faut compter une vingtaine d'heures. Le dessin, la conception a été déjà faite, donc après il n'y a plus qu'à mettre en place, quoi. Donc, le dessin, c'est toi qui le fais? Oui, je propose. La personne, le client a une idée, il me dit voilà, j'aimerais ça, donc moi je propose un dessin en fonction du lieu, de l'ambiance générale, quoi. Je propose un dessin et une fois que c'est validé, j'ai tout ce qu'il faut pour fabriquer. Est-ce qu'il y a une réalisation, un travail que tu revendiques, dont tu es très fier? Ouais, ça serait du mobilier. À une époque, je faisais du mobilier, des meubles que je dessinais, que je créais, que je fabriquais. Et c'était vraiment bien, quoi. Ça me plaisait énormément, ça me permettait de m'exprimer. Donc ça, c'était pour la Romanière à Robion. Donc j'avais fait tout le mobilier, étagères, tiroirs, placards. C'est quelque chose que tu as aimé faire? Ah oui, c'était vraiment excellent, quoi. J'ai pu vraiment m'exprimer et j'avais libre cours en fait, quoi. C'est ce qui me plaît, quoi. Je préfère me creuser le cerveau et faire des choses différentes, on va dire. Et puis je le vois dans le regard des clients, hein, quand ils viennent réceptionner ou que je leur livre, je vois que ouais, j'ai tapé juste, quoi. Et ça, c'est très, très valorisant, ça fait très plaisir, quoi. Et tu vas arrêter un jour? Oh ouais, pas tout de suite, hein, mais oui, je pense qu'au bout d'un moment, physiquement, c'est plus possible, quoi. Mais ça sera uniquement ça qui va m'empêcher de continuer, hein. C'est pas l'envie de créer, c'est que physiquement, ça devient compliqué. C'est lourd, il faut... Et puis tout seul, quoi. Comment tu fais pour transporter ton travail? J'essaie de faire au maximum démontable. Et puis je fais appel à des amis qui m'aident à charger, mais c'est pas du travail au noir, hein. C'est juste des coups de main. Ça c'est pour
faire passer le message. C'est ça. C'est ça. CCFF pour police municipale, début de patrouille. Il y a un feu, début de feu à Saint-Sat, proche de la gendarmerie. Je suis en vigie pendant que la patrouille avec le 4x4 est dans le coin. Là, je suis en vigie. Et il y a tellement de vent sur la route de Saint-Christophe que j'avais du mal à ouvrir la portière de mon véhicule. Tu m'étonnes, ils sont... Ah non, mais c'est rouge carmin au niveau du vent. Un feu a commencé à prendre ici au bord de la route à 3 h du matin. Donc intervention du SDIS, donc des pompiers d'Apt. Donc jusqu'à vers 7 h, les pompiers étaient là. Quand on est arrivé au matin, il y avait eu un deuxième feu. Un deuxième feu qui a pris à 150 mètres d'ici. Donc il y a un vrai problème, c'est que a priori ce feu a été allumé par un être humain et l'autre aussi. Non, je pense que c'est un tuyau d'arrosage qui a été jeté dans la nature. Voilà. D'où l'importance de la prévention pas l'essence. et de l'éducation. Puis hier, toute la journée, on était là pour éteindre des flamèches, des petits débuts de feu, etc., pour noyer encore et passer partout. Pendant les 3 jours qui viennent, on va surveiller et puis on va être vigilant avec tous les autres CCFF, ce réseau-là, pour être sûr qu'il n'y a pas d'autres sinistres en cours, mais c'est affreux. Hein. Là, on est en veille et en vigie et en prudence tout le temps. C'est vrai que dès qu'il y a le Mistral, on est d'autant plus vigilant que là, le risque est multiplié par, 1000. Enfin, c'est... Voilà. Mais vraiment, cette idée de prévention et de protection, c'est vraiment la mission de base. Pourquoi tu te sens autant concerné en étant bénévole? Moi, j'aime ce village. J'y ai travaillé en tant qu'infirmière libérale. Je connais très bien le village et j'aime beaucoup la nature. J'aime le respect de la nature. C'est essentiel pour la survie de l'écosystème et puis des gens après, de leur maison. Et pour moi, c'était important de me lancer dans ce bénévolat et de faire quelque chose pour le village. Mais moi enfant, j'étais comme beaucoup de garçons fasciné par les pompiers. Et puis après 35 ou 40 ans passés au village de Roussillon, je voulais savoir comment je pouvais contribuer à protéger ce village sublime, cette nature sublime. Et c'est vrai, à un moment, les anciens du CCFF disaient qu'ils avaient besoin de relancer un petit peu cette machine. Et pour relancer la machine, moi j'ai dit, écoute, moi j'aimerais bien en être. Ils m'ont assez rapidement élu responsable du comité feu de Roussillon. Et donc, ma première tâche, c'était de dire comment est-ce qu'on va pouvoir passer d'une petite douzaine à 24, 25. Et c'est horrible à dire, mais quand il y a un feu, ça intéresse les gens de faire partie d'un CCFF. Alors, moi, l'intérêt, c'était d'essayer d'intéresser des gens en dehors d'un fait divers, d'essayer d'intéresser les gens sur ce qui est ce bénévolat, cette générosité de donner, de redonner un peu de son temps pour protéger la nature. Et voilà, c'est vraiment notre credo, nos 3 mots, protection, prévention et passion. On essaye de faire en sorte de motiver un maximum les gens du village et c'est vrai qu'on est très soutenus. En même temps, ce qui nous soutient le plus, c'est de venir. C'est de venir avec nous. Parce que voilà, on n'est pas trop mal.
Maurice, tu peux Oui. me présenter le monsieur à côté là Ah ben voilà, le monsieur à côté c'est Nicolas, donc c'est mon fils, hein, voilà. Et qui me remplace, qui m'a remplacé depuis quelques temps, quoi. Pour faire agriculteur, il faut aimer le métier parce que c'est un métier qui est difficile. On dépend de beaucoup de choses, du temps, du marché. Et donc voilà, c'est un métier qu'il faut aimer à la base et il faut en être amoureux. Ouais. Bon, ben, quand on arrive derrière donc, mon papa, automatiquement on est obligé d'en apprendre, surtout au niveau de la culture de la pomme de terre. Donc, parce que bon, ça fait des années qu'il en fait et donc quand on a une personne comme lui à côté, ben, c'est un soutien, et puis c'est des connaissances que pas grand monde a. Voilà ce qu'il fait. Que tu entends tout le temps, tu vois. Et de là, il ne bouge pas. De là, il est assez serré. C'est le ressort qui tend pas assez, celui-là. Et il y a un ressort? Oui, il y a un ressort, une chaîne, elle s'est accrochée en haut, là. Est-ce que vous vous entendez tous les deux au niveau de ce qu'il y a à faire? Bon, après, il y a toujours un peu des petits conflits. Enfin, on ne peut pas appeler ça vraiment des conflits, mais entre générations. Mais il a quand même souvent raison. T'es content d'avoir entendu ça? Ah ben bien sûr, c'est sûr. Tu as un fils? J'ai un fils, Sacha, oui. Qui est agriculteur maintenant? Qui est agriculteur maintenant, qui a fini ses études, donc qui travaille sur exploitation pour l'instant en tant qu'employé et en prévision donc d'une installation normalement en fin d'année. Alors, Maurice t'a transmis des choses. Est-ce que toi, tu as transmis des choses à Sacha? Alors, je transmets des choses à Sacha, mais donc papa étant toujours là, donc il y a une transmission qui se fait de grand-père à un petit-fils. Ouais. Je pense que Nicolas aura transmis à Sacha, surtout pour la modernité de maintenant, sur le matériel, sur les tracteurs qui ont beaucoup évolué, et que moi, là, je vais être dépassé de ce côté-là quand même. Hein. Ah, tu l'admets? Ah oui, de ce côté-là, c'est plus difficile à suivre. On dit des herbes là, je suis obligé de la régler la rampe. Est-ce que tu as appris beaucoup de ton grand-père? Oui. Il en reste encore beaucoup à apprendre. Eh oui. Et ça, tu l'admets? Eh oui. Ouais. Oui. Plus de ton grand-père que de ton père? Oh, ben moi je suis plus souvent avec mon grand-père qu'avec mon père, donc voilà. C'est un peu normal dans notre façon de vivre à la campagne. Moi, c'est pareil. Mon grand-père m'a plus appris que mon père. Mais peut-être plus appris, mais en dehors des cultures. Disons que c'est mon grand-père qui m'a appris à jouer à la belote. C'est mon grand-père qui m'a appris à tout petit aller à la chasse, que mon père n'avait pas le temps. Et puis on avait la chance de vivre à côté aussi. Qu'est-ce que tu préfères dans ton métier, Sacha? Ben, j'aime bien être dehors, voir les cultures pousser, s'en occuper, tout ça, j'aime bien. Et je me voyais pas faire autre chose. Voilà. Ton père t'a pas forcé, ton grand-père non, t'a du pas tout. forcé? Non. C'est pas comme toi, Maurice. Oui, c'est vrai. C'est pas à mon époque, ça n'a pas été pareil. Hein. C'est vrai. À l'époque, il fallait être là et il fallait travailler, il fallait être sur la campagne, même le soir en arrivant de l'école, et il fallait donner la main sans arrêt. Hein. C'est vrai, ça c'est sûr. Moi j'ai connu son père et son grand-père. Donc depuis les années 60, on fréquente la famille Gaufredi, la famille Gaufredi nous fréquente. Voilà. Moi je me souviens, je portais les truffes à ton père, au restaurant. Ah oui. C'était le jeudi quand il était tout jeune. On n'avait pas l'école, moi. Oui, c'était tout jeune. Le chien de la grand-mère, j'allais aux truffes. Ah ouais. Et bon, à l'époque, il y en avait plus que maintenant. Ouais. Pourquoi tu es allé chercher Maurice pour la mairie? J'ai allé chercher Maurice parce qu'il représentait
la famille type des agriculteurs du coin, solide et se transmettant de père en fils la propriété. Et puis c'était un garçon qui était combatif, qui était avenant, qui connaissait beaucoup de choses, qui savait beaucoup de choses et qui a été un de mes bons lieutenants. Moi, je suis resté 18 ans avec toi. Oui, oui, oui. Et donc, à 18 ans, bon, Oui. pour moi, ça a été une période qui a été super pour moi. Hein. Quel serait le meilleur souvenir Ben, moi, je dirais de suite, ça a été au CRA, quoi. Ça a été l'usine Mathieu, hein, le conservatoire. Donc, qu'on a mis sur pied, quoi. Qu'on a sorti du néant, on peut dire. Et pour nous, c'était aussi un hommage rendu aux gens qui avaient travaillé très dur. Là, les ouvriers, c'était aussi comme l'agriculture, c'était dur, très dur, et qu'on n'avait jamais sollicité, dont on n'avait jamais parlé. J'ai qu'une envie, c'est de voir prospérer tout ce que je laisse, quoi, voilà. C'est surtout ça, ouais. Jusqu'au bout? Ben, je ne vais pas dire que je l'espère, mais un peu peut-être. Je me vois pas aller m'enfermer quelque part ou de plus être là dans la nature et voilà. C'est vrai que bon, ça fait partie vraiment intégrale de ma vie. Hein.